La RDC obtient une enquête internationale sur les atrocités dans sa partie Est. C'est une demande que la délégation congolaise a faite à la session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et puis le président congolais Félix Tshisekedi sera bel et bien présent au sommet conjoint entre la communauté des États d'Afrique de l'Est et la communauté de développement d'Afrique australe. Ces rencontres visent à harmoniser les vues pour la paix dans l'Est de la RDC. Et puis la BOAD veut renforcer sa capacité pour déployer le financement au pays de l'UEMOA. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. On va commencer ce journal avec cette information. Je l'ai dit en titre, le président Félix Tshisekedi participera bel et bien au sommet conjoint entre la SADC et la communauté d'Afrique de l'Est qui sera consacrée à la situation en RDC. Cette réunion capitale pour la paix au Congo devrait faire rencontrer le chef d'État congolais avec son homologue rwandais Paul Kagame. La communauté d'Afrique de l'Est et la SADC espèrent harmoniser leurs vues pour une issue pacifique au conflit en RDC. Patrick Ilunga. Un peu plus d'une année, le président Félix Tshisekedi pourrait encore s'asseoir dans une même salle avec son homologue rwandais. Samedi à Dar es Salaam, à l'occasion du sommet conjoint entre la SADC et la communauté d'Afrique de l'Est, les deux hommes d'État devront chacun dire sa vérité afin d'aider les deux blocs régionaux à harmoniser les vues pour une solution pacifique au conflit. Car pour l'instant, les deux ensembles sont sur deux positions inconciliables ou presque. Comment obtenir de la communauté d'Afrique de l'Est de condamner l'invasion de l'armée rwandaise en RDC et comment le Rwanda peut admettre que la SADC ait bien son droit de regard, voire d'intervention dans un des pays membres qui est la RDC? La réunion conjointe promet d'être tout sauf une partie de plaisir pour les leaders régionaux qui auront en face d'eux des vérités difficiles à entendre. Pourtant, ils devront se résoudre à avaler la pilule amère s'ils veulent réellement s'engager à la paix. Cette paix de braves que certains leaders de la région demandent à la RDC de faire avec les agresseurs sera peut-être aussi exigée au Rwanda dans son dossier avec le FDLR. Que des questions potentiellement difficiles, mais desquelles dépend peut-être la situation sur les théâtres de la guerre au nord et au sud Kivu. On va rester sur le plan diplomatique. La RDC a appelé le Conseil des droits de l'homme à mettre en place une commission internationale d'enquête pour examiner les violations des droits de l'homme commises en RDC. Cela a eu lieu lors de la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui s'est tenue ce vendredi 7 février en Suisse à la demande de la RDC. Le principal point à l'ordre du jour était la situation sécuritaire à l'est du Congo, accompagnée de l'aggravation de la crise humanitaire et sanitaire. Patience Loketi. Permettez-moi. Les conseils de droits de l'homme de l'ONU s'est réunis ce vendredi 7 février à Genève pour se pencher sur la situation dans l'est de la RDC où les combats entre l'armée congolaise et le rebelle du groupe M23 appuyé par les forces armées rwandaises ne cessent de s'intensifier, causant des dégâts importants tant humains que matériels. Une occasion pour la RDC de demander au monde d'agir et d'arrêter ce qui se passe à l'est du pays. Prenant la parole au cours de cette réunion, le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, a appelé le Conseil des droits de l'homme à instaurer une commission d'enquête et à mettre en place une commission internationale pour examiner les violations commises en RDC. La République démocratique du Congo appelle à la mise en place d'une commission internationale d'enquête pour examiner les violations de droits de l'homme commises dans notre pays. Cette commission devra être mandatée pour établir la vérité sur les responsables de ces crimes et rendre des recommandations pour en tenir les auteurs responsables. Nous appelons également à l'adoption des mesures concrètes pour prévenir de telles violations à l'avenir. Il est essentiel de renforcer les mécanismes de surveillance et d'alerte précoce ainsi que d'assurer une meilleure coordination entre la MONUSCO, les forces de sécurité congolaises et les acteurs régionaux afin de protéger les civils et de prévenir de nouvelles escalades de violences. Le représentant du Royaume-Uni a par la même occasion demandé au Rwanda et au M23 d'ouvrir l'aéroport de Goma de toute urgence. Nous demandons
à toutes les parties de garantir un accès humanitaire sans entrave, afin de permettre l'acheminement d'une aide vitale. Et en particulier, le Royaume-Uni demande au M23 et au Rwanda de rouvrir l'aéroport de Goma de toute urgence. Cette réunion du Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme après l'invasion par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, coïncide avec les sommets conjoints de Dar es Salaam qui réunit les chefs d'État de l'EAC et de la SADC. Nous sommes toujours dans le conflit entre le Rwanda et la RDC. Amnesty International tape du poing sur la table et interpelle les parties au conflit. L'ONG des droits de l'homme international somme les rebelles soutenus par le Rwanda de respecter les droits de l'homme et de protéger la vie des civils pris en étau dans l'engrenage de la guerre. Dans une déclaration, Agnès Calamar, secrétaire générale d'Amnesty International, déclare que les auteurs des violences en RDC depuis 30 ans devront répondre de leurs actes. Suivez le secrétaire général d'Amnesty International dans ses propos recueillis par Patrick Ilunga. Des milliers de Congolais sont en train de fuir Goma à la suite des attaques du M23 soutenues par le Rwanda. Des femmes, des enfants et des hommes tentent désespérément de rester en vie. Amnesty International appelle toutes les parties au respect du droit international et de prioriser la protection des civils dans cette guerre dévastatrice. Le M23 et le Rwanda doivent garantir un passage sécurisé aux civils qui fuient le combat, y compris les défenseurs de droits de l'homme et des journalistes. Ils doivent faciliter l'accès aux aides humanitaires. Les États et les organisations régionaux doivent accélérer leur engagement dans la médiation en ce moment crucial. L'Angola en particulier, la communauté d'Afrique de l'Est, la SADC, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis doivent dénoncer ceux qui soutiennent ce conflit. Ils doivent le dire ouvertement que les responsables de ce conflit devront rendre des comptes. 30 ans de conflit, 30 ans avec des millions de victimes, 30 ans d'impunité. Les responsables de ce conflit doivent prendre la mesure et les conséquences de leurs actes. Le retour de la paix à l'est de la RDC ne passera pas que par les options militaires et stratégies politiques, mais aussi par une diplomatie sportive. Dans ce contexte, l'ancien capitaine des Léopards de la RDC, Youssouf Mulumbu, compte rencontrer le président de l'équipe de football de Paris Saint-Germain, l'un des partenaires du Rwanda. Objectif, appeler le PSG à cesser cette collaboration. Blessé de Kouzola. L'ancien capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, Youssouf Mulumbu, formé au PSG, a annoncé qu'il avait entrepris des démarches pour rencontrer le président qatari du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Son objectif est de demander la rupture du contrat de partenariat entre le club parisien et l'État rwandais dans le cadre de la campagne Visite Rwanda. Soutenu par deux joueurs d'origine congolaise encore sous contrat avec le PSG tels que Presnel Kimpembe et Randal Kolomwani, Mulumbu souhaite expliquer au président Al-Khelaifi la situation actuelle en République démocratique du Congo où les rebelles du M23 occupent la ville de Goma ainsi que d'autres localités des régions minières. Cette agression a causé plus de 3000 morts depuis fin janvier. Rappelons que la ministre congolaise des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba Wagner a également annoncé dans un communiqué avoir contacté les PSG, Arsenal et les Bayern Munich. Ces clubs détiennent des contrats avec l'État rwandais et qu'elle leur a demandé de rompre ce qu'elle qualifie des contrats du sang signés avec le Rwanda. Le Bayern Munich, l'un des clubs européens concernés par les partenariats Visite Rwanda, est les premiers à réagir suite à la demande du ministre congolais des Affaires étrangères de mettre fin à leur collaboration avec le pays des Kagame. En réponse, ce jeudi 6 février 2025, le président directeur général du FC Bayern Munich, Jan Christian Dressen, a informé que son club a envoyé 2 employés au Rwanda pour s'informer sur la situation après avoir été critiqué pour son parrainage de la marque Visite Rwanda. Le dirigeant du club allemand a indiqué qu'il suit de près la situation dans l'est de la RDC. Les prochains jours devraient être déterminants dans ces dossiers.
Et pour approfondir cette question, j'ai ici sur ce plateau Blessed Kouzola. Il est le responsable du service sportif à Géopolis, ici même. Il est sur ce plateau avec moi. Bonsoir Blessed Kouzola. Bonsoir Fiston Leko et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Blessed Kouzola, les joueurs aussi se sont levés pour dire non à la guerre qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et puis ils demandent aux Européens comme Paris Saint-Germain de ne plus collaborer avec le Rwanda. Et est-ce que cela est une solution? Bon, je crois que c'est l'une des solutions à prendre, tellement que cette guerre est vraiment en train de gangréner là-bas à l'Est, où la population est vraiment en train de beaucoup périr. Alors, je pense que cette démarche prise par certains joueurs, on note Youssouf Moulumbu, qui n'est pas seul, l'ancien capitaine Léopard, accompagné des joueurs d'origine congolaise comme Randall Kolomwani, Prince Kimpembe, et il peut aussi y avoir d'autres joueurs qui pourront peut-être s'ajouter sur cette liste-là. Ils se sont proposés d'aller voir le président Nasser Al-Khelaifi pour pouvoir lui demander de cesser la collaboration qu'a le PSG avec le Rwanda dans cette cette histoire qu'on appelle Visite Rwanda. Je crois que la démarche... Une collaboration entre le Paris Saint-Germain et le Rwanda. Dans le cadre de promouvoir la promotion même du pays, surtout sur le plan touristique. Et le Paris Saint-Germain, à part cela, a même une académie construite au Rwanda. Donc la collaboration s'est quand même évoluée et élargie à ces niveaux-là. Alors je crois que c'est une bonne démarche, mais maintenant on saura pas si le PSG le prendra comment, parce que la guerre actuellement a pris une autre tournure. On est maintenant beaucoup plus du côté plus médiatique que dans le côté où voilà, c'était pas vraiment beaucoup d'actualité, mais là ça concerne tout le monde. Il y a eu des concerts d'ailleurs qui ont été annulés, je me rappelle, au Rwanda, à cause simplement de la Nigériane, j'ai oublié le nom de l'artiste. Oui, donc ça fait partie des pressions diplomatiques. De pression diplomatique. Donc je crois que la diplomatie sportive peut également intervenir, parce que si il s'avère que Paris, par exemple, arrêtait ses contrats avec le Rwanda, c'est vrai qu'ils vont perdre beaucoup d'argent, ça c'est vrai. Alors, ils vont vraiment bien visualiser la chose pour pouvoir voir comment faire. Mais je pense que cette solution est l'une de ce que l'on peut faire pour pouvoir mettre la pression au Rwanda qui ne cesse d'agresser la République démocratique du Congo. Question directe. Est-ce que vous avez une date de cette démarche où on va voir, bien évidemment, ces joueurs congolais aller vers le président du PSG pour entamer cette démarche? Est-ce qu'il y a une date jusque-là? En tout cas, il n'y a pas encore de date. Youssouf Moulumbu avait simplement dit qu'il est en train de se préparer pour aller rencontrer le président Al-Khelaifi. Certainement, ça sera dans un bref délai, parce que l'heure est grave. Il faudrait trouver les solutions le plus rapidement possible. Et comment voyez-vous la situation? Est-ce que cette démarche va aboutir à une solution attendue par tous les Congolais? Bon, on espère en tout cas que cette démarche va en tout cas faire en sorte que les Congolais puissent avoir un peu plus de paix sur ce côté-là. Parce que déjà, depuis que la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, avait envoyé ses correspondances à ces 3 clubs qui sont donc partenaires du Rwanda avec le PSG, Arsenal et aussi le Bayern Munich, le Bayern qui a d'ailleurs réagi hier jeudi, disant qu'ils suivent la situation de près, et ils ont envoyé 2 émissaires pour pouvoir au Rwanda. Et vous l'avez lu dans votre reportage. J'ai d'ailleurs évoqué dans le reportage, pour pouvoir s'enquérir un peu plus de la situation. Alors on verra, je ne sais pas si amener les émissaires au Rwanda résoudra le problème, ou c'est vraiment là-bas qu'ils doivent y aller. Donc je crois que si les clubs commencent à réagir de cette manière et qu'ils observent ce qui se passe au Rwanda, ça peut peut-être être un moyen pour pouvoir lutter diplomatiquement contre cette guerre rwandaise, parce qu'elle est sur tout le front.
ici en République démocratique du Congo, le championnat national est à l'arrêt à cause notamment de cette guerre. Les équipes qui sont à Goma et à Bukavu ne peuvent pas quitter leur fief faute d'avion notamment pour pouvoir jouer dans d'autres villes. Donc cela est un problème sérieux dont il faudra prendre des solutions et ça va aller vraiment sur tous les fronts comme je l'ai dit, tant sur le plan diplomatique et même sur le plan sportif, mais beaucoup plus aussi diplomatiquement, comme on l'a dit, la diplomatie sportive. Donc je crois que la démarche entreprise par Youssouf Mulumbu pourrait aboutir à une bonne solution. Et pourquoi pas, ça pourrait peut-être réjouir le cœur du Congolais de voir que les équipes parisiennes d'Arsenal et de Bayern vont en tout cas arrêter leur collaboration avec le Rwanda. Rappelez-vous, pour finir, il y a quelques années de cela, dans l'AF League, l'African Football League, Mazembe, qui a participé à cette compétition, avait refusé de porter les logos écrits Visite Rwanda sur son maillot. Et Mazembe a raté plus d'1 million de dollars, parce que la CAF Visite Rwanda était parmi les sponsors de la CAF et Mazembe l'a raté tout simplement par solidarité. Ce sont des choses qu'il faudra certainement faire pour soutenir également la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, cela prouve à suffisance que cette guerre à l'est de la RDC dépasse même des questions ou des limites militaire et politique. Justement, ça va dans tous les fronts parce que tout le monde est concerné. Voilà. Toutes les nations également sont concernées. Voilà, Blessed Kouzola, nous vous disons merci d'être passé sur ce plateau. Je vous remercie aussi, Fiston. Et nous souhaitons aussi bonne chance à nos léopards, notamment Youssouf Mulumbu, qui ont pris l'initiative de mener cette guerre sur le plan diplomatie sportive avec les autorités de la RDC. Voilà, on va passer à autre chose. Dans ce journal, au courant de cette année, le ministère du Plan et de la coopération et de la coordination de l'aide au développement avec l'accompagnement et l'implication de l'Agence nationale de la promotion des investissements en appui en sigle compte organiser à Kinshasa la conférence des investisseurs et des bailleurs de fonds, annonce faite par sa haute direction en marge de Mining Indaba qui se tient à Cape Town en Afrique du Sud. Quels sont les objectifs poursuivis par les organisateurs? Réponse avec la directrice générale de l'ANAPI, Madame Rachel Mpungu Luamba, dans cet extrait choisi par Dieudonné Bonali. Je profite de cette occasion pour informer que dans le courant de cette année, il y a une conférence qui sera organisée, plus précisément la conférence des investisseurs et des bailleurs de fonds, organisée par le ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement avec l'implication de l'ANAPI. Alors, cette conférence aura 2 volets principaux. D'abord, la promotion des investissements et des opportunités de la RDC. Et le deuxième volet porte sur le financement des activités reprises comme prioritaires au niveau du plan national stratégique de développement. Ce financement pourra passer à travers des partenariats public, privé. Et voilà le message que je voulais passer. Nous enverrons les informations utiles en temps opportun à tous. Merci. Rentrons à Kinshasa pour parler transport en commun. Dans la capitale, la hausse des prix des transports en commun censée être temporaire s'éternise et pèse lourdement sur le quotidien des habitants, malgré un moratoire accordé aux transporteurs pour appliquer la nouvelle grille tarifaire. Les discussions avec les autorités n'aboutissent toujours pas entre refus des chauffeurs de baisser les prix et impact grandissant sur le budget des usagers. La crise grandissante dans les chefs de la population continue de subir cette crise sans voir d'issue. Jichinende. Depuis plusieurs mois, les habitants de Kinshasa souffrent d'une hausse des tarifs de transport en commun. Cette situation, qui devait être temporaire, s'éternise au grand désarroi de la population, laissant les usagers dans une impasse. Pour les Kinois, se déplacer en ville est devenu un véritable casse-tête. Ils doivent dépenser plus d'argent qu'auparavant pour effectuer leurs courses quotidiennes.
que ce soit pour aller au travail, à l'école ou pour d'autres besoins quotidiens. Les frais de transport pèsent lourdement sur leur budget, surtout pour ceux qui ont un revenu modeste. Transport au mati awa, en tout cas, nous avons dépensé trop. Nous avons dépensé vraiment. Au gros, attend à $10 boé. Et puis, comme ce qui était un transport, des acquis kalatam sobi ma bonne qui n'a utilisé 5 000. Moi, reste wana et go sungo pepo na lobby tam sous pepo au samaka msus. Mais tous les sous na moyen wana te. Transport et comme il faut au bomba tam sous 20 000 francs. Les chauffeurs de leur côté refusent de baisser les prix. Ils justifient leur position par l'état déplorable des routes. Le temps qu'ils perdent dans les embouteillages ralentit leur activité, réduisant ainsi le nombre de courses effectuées par jour et impactant leurs revenus. okende wapi magasin mabulu ba banzela zate eloko eza important fo ba créer na banzela basala ba banzela oyo eza obeba soki basali banzela biso tozana biso libre onde na okelemba bena ko sala des heures ditela nzela so yebisama ka gagner za pana donc eloko eza na important vraiment eloko na beta sete ngwana ba. Malgré un moratoire de 10 jours accordé le 13 janvier aux associations de transport en commun pour sensibiliser leurs membres, récemment publié par l'hôtel de ville de Kinshasa, les discussions entre les autorités et les conducteurs n'ont pas encore abouti. En attendant, la population continue de subir les conséquences de cette situation, accentuant ainsi les difficultés du quotidien à Kinshasa. De Kinshasa, rendons-nous à Kananga, dans le Kasaï central. Dans le cadre d'un suivi régulier des travaux d'infrastructure, Rémi Kankou, chargé de mission du chef de l'État pour le Grand Kasaï, a effectué une visite d'inspection dans cette ville de Kananga. Le point sur cette visite avec Francine Moukeba. Cette mission visait à évaluer l'avancement des projets financés par les trésors publics et à s'assurer que les engagements pris par les présidents Félix Tshisekedi envers la population du centre Kasaï soient bien respectés. Ce dernier a exprimé son engagement indéfectible envers l'achèvement des chantiers en cours, soulignant l'importance cruciale de ces infrastructures pour les développements économiques et sociaux de la province. Je crois jusque maintenant, après avoir fait presque sillonner partout dans la ville de Kananga pour voir les travaux exécutés par Safrimex sous la direction de BSECO, je peux dire que tout se passe très bien, surtout la mobilisation de la société Safrimex. Je pense d'ici là, les Kanangais et les Kanangaises vont au moins sourire. M. Kankou a salué les efforts du Bureau central de coordination et l'entreprise Safrimex. Il a affirmé que sa mission vise à renforcer les initiatives déjà en place tout en encourageant l'accélération de la réalisation des projets étant donné leur pertinence pour le bien-être des centres kassaïens. Vous suivez la grande édition sur Géopolis Télévision. Maintenant, on va prendre la page internationale. Au Niger, comme dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, les céréales constituent la base de l'alimentation, alors que le riz joue encore un rôle mineur dans l'approvisionnement local. Le gouvernement mise sur un développement de sa production pour renforcer la sécurité alimentaire. Blessed Kouzola. Au Niger, le gouvernement veut mettre le riz local au centre de la stratégie nationale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette ambition repose principalement sur des projets de développement agricole phares tels que le programme de grande irrigation qui prévoit de porter la production de riz paddy à plus de 300 000 tonnes par an à partir de 2027, soit 2 fois plus que la récolte de 142 500 tonnes enregistrée dans les pays en 2023.
Dans le cadre de sa stratégie nationale de développement de la riziculture d'un coût total de 653 millions de dollars lancé en 2022, le gouvernement espère aussi porter les niveaux de sa production des paddies à près de 1,4 million de tonnes à l'horizon 2032. En attendant la réalisation de ces ambitions, le riz joue un rôle marginal dans l'approvisionnement local en céréales, principalement constitué par les milles et les sorgho. Les données du ministère de l'Agriculture indiquent que la production céréalière au Niger s'est établie à plus de 5 millions de tonnes en 2023, soit à peine 3% des riz. Il est important de souligner que le riz occupe une place de plus en plus significative dans les habitudes alimentaires de la population nigérienne, une tendance qui devrait se renforcer dans les années à venir. Si d'après les données officielles, la consommation annuelle par habitant est estimée à plus de 20,4 kg depuis 2018, portant les besoins nationaux à 435 150 tonnes, les projections du ministère de l'Agriculture indiquent que ces besoins pourraient augmenter à 692 854 tonnes d'ici à 2030. L'enjeu pour le Niger de développer la production de riz local et de réduire son déficit de production ainsi que la dépendance aux importations face aux besoins de consommation en pleine croissance. Et puis, après 2 placements privés en capital hybride, la BOAD est sur le marché pour lever des nouveaux fonds mi-capital, mi-dette, une sortie qui devrait venir parachever la phase 2 de son opération d'augmentation. Objectif, renforcer sa capacité de prêt pour déployer davantage de financement au pays de l'UEMOA dont les besoins ont explosé ces dernières années. Suivez. La Banque ouest-africaine de développement est en passe de finaliser une émission de capital hybride de 500 millions de dollars, une opération qui suscite un fort intérêt des investisseurs. L'instrument d'une maturité de 30 ans avec une première option de rappel en février 2030 a attiré des ordres de plus d'1,4 milliard de dollars, ce qui a déjà permis à la banque régionale de fixer un rendement à 8,5% selon de sources proches du dossier. Ce n'est pas la première opération de la capitale hybride de la BOAD. En décembre 2023, elle avait déjà réalisé une première émission de 100 millions de dollars souscrite par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. En août 2024, une seconde émission de 100 millions d'euros avait été levée auprès du Fonds italien pour les climats géré par la Cassa Depositi e Prestiti avec pour objectif de financer des projets liés à la transition énergétique au sein de l'UEMOA. Cette émission en cours est toutefois la première levée de fonds ouverte au public par la BOAD sous forme d'une obligation hybride, un instrument financier qui oscille entre la dette classique et les capitaux propres. En clair, la moitié de 500 millions de dollars levés sera comptabilisée comme du capital, probablement classé dans les fonds propres des niveaux 2, puisqu'il s'agit de titres subordonnés juniors. Avec cette opération publique, la banque qui totalise plus de 9 milliards de francs CFA d'engagement depuis sa création, rejoint la Banque africaine de développement et l'Afrique Finance Corporation qui ont déjà émis elles aussi de titres hybrides. Avec cette troisième levée de fonds, la BOAD parachève théoriquement sa stratégie visant à renforcer ses fonds propres sans dilution du capital et à maintenir une notation investment grade. En décembre 2022, elle avait annoncé avoir augmenté son capital de 1155 à 1709 milliards de francs CFA après la validation en mars 2023 par le Conseil des ministres de l'UEMOA. Cette opération avait impliqué les 8 États membres, la BCAO et 7 actionnaires non régionaux. La deuxième phase qui devrait suivre consistait à lever une somme équivalente via la capitale hybride. Avec plus de 700 milliards de dollars collectés en 3 opérations, la mission semble visiblement accomplie par Serge Ekwe, son président, dont les projets d'augmentation des capitales étaient l'un d'engagement phare de son mandat du plan Joliba. On va prendre à présent la revue de presse sélectionnée et commentée par Don Momat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Commençons cette revue par un titre fort du phare, Kagame, crimes et mensonges. Ce journal met en lumière la campagne de manipulation médiatique orchestrée par le régime rwandais face aux preuves accablantes des massacres perpétrés par les forces spéciales rwandaises. RDF, en lieu et place de reconnaître la réalité des atrocités commises, écrit le confrère,
Le gouvernement de Paul Kagame diffuse des vidéos incitant à la haine ethnique pour victimiser une communauté et détourner l'attention des massacres à Goma. Ce type de propagande vise à créer un écran de fumée permettant au président rwandais de fuir les accusations de crimes de guerre. Une information similaire est relayée par Info 27 qui place en une un article intitulé « Carnage de Goma, la mécanique des manipulations du régime rwandais à l'œuvre ». Ce tabloïd confirme la réalité des massacres mais dénonce aussi la campagne de désinformation mise en place par Kigali. Le régime de Kagame, au lieu de reconnaître les horreurs de ces crimes, déploie une stratégie bien huilée des manipulations médiatiques inondant les réseaux sociaux des contenus haineux et fallacieux pour détourner l'attention internationale. Cependant, la consoeur souligne qu'aucune propagande ne pourra effacer la vérité sur le massacre et l'impunité qui continue de bénéficier des responsables. Dans ce contexte de violence et de manipulation, Forum des As rapporte le propos d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, appelant au cessez-le-feu. Selon ces tabloïds, Guterres a insisté depuis New York sur la nécessité d'arrêter les combats alors que le M23 continue d'avancer et que les forces congolaises tentent de résister. Cependant, la référence plus semble plus sceptique quant à l'efficacité de cet appel à la paix. Dans son article « Enlisement à l'Est, le masque tombe », le journal exprime ses doutes sur l'impartialité de la communauté internationale et notamment du Conseil de sécurité de l'ONU qui, selon lui, ne défend que ses propres intérêts. Les grandes puissances soutenues par les multinationales seraient accusées de faire preuve de partialité et ces climats de partialité met en évidence la faiblesse des efforts internationaux pour résoudre la crise. Au-delà de la politique internationale, Ouragan met en lumière une évolution qui redéfinit le conflit dans la région des Grands Lacs. Le journal souligne que l'implication du Rwanda dans le conflit ne se résume pas seulement à des tensions ethniques et politiques, mais également à une dimension économique liée aux ressources minières de la RDC. Le modèle de prêt en nature avec remboursement en nature semble avoir intensifié les interventions militaires permettant au Rwanda d'utiliser des groupes armés comme le M23 pour accéder aux richesses de la RDC. Dans ces climats de guerre et de manipulation, le sommet EAC-SADC qui se tiendra à Dar es Salaam semble être une opportunité décisive pour tenter de trouver une solution. Congo Nouveau évoque ce sommet comme un moment crucial pour le président Félix Tshisekedi qui pourrait bien y jouer son bateau pour résoudre la crise. Enfin, Géopolis relaie les propos d'Agnès Calamar, secrétaire générale d'Amnesty International, qui souligne la catastrophe humanitaire en RDC. Elle déclare que ce sommet aurait dû avoir lieu plus tôt étant donné la gravité de la situation. Environ des centaines de milliers de civils souffrent des effets des conflits armés, contraints de fuir les combats tout en vivant dans des conditions catastrophiques. Ainsi se termine cette revue de presse. Merci de votre attention. C'est avec cette revue de presse que nous mettons un terme à ce journal, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les différents titres. La RDC obtient une enquête internationale sur les atrocités dans sa partie orientale. C'est une demande que la délégation congolaise a faite à la session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ce vendredi 7 février 2025. Et puis le président congolais Félix Tshisekedi sera bel et bien présent au sommet conjoint de la communauté d'États d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement d'Afrique australe. Cette rencontre vise à harmoniser les vues pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et puis au-delà de nos frontières, nous avons dit la BOAD veut renforcer sa capacité pour déployer les financements aux pays de la sous-région de l'UEMOA. C'en est complètement fini pour ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur les programmes de Géopolis Télévision.